Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de la chaîne L'Automobile Breton. Alors pour ceux qui auraient vu tout simplement la deuxième vidéo sur la Panda, sans HP, j'ai mis un petit teasing à la fin. Aujourd'hui on se retrouve avec une marque particulière, Alfa Romeo. Avec cette mytho noire et cette mytho blanche, on retrouve surtout Quentin. Salut Quentin. Donc on t'a pas trop vu dans la vidéo de Subaru, mais tu étais quand même présent. Là, mais j'étais un peu en retrait. Ouais. Donc aujourd'hui, présentation de nos daily, que ce soit toi comme moi, on tourne justement une vidéo spécifique qui va expliquer ce qu'est une mytho, tout simplement, parce que ok, c'est une voiture qui est sortie en 2008, mais elle a pas mal évolué, il y a pas mal de choses à dire et on va voir ça dans cette vidéo. Nouveau daily pour ma part, puisque j'avais juste avant une Toyota Yaris que toi tu as connue aussi. Et oui, la fameuse Yaris. La fameuse Yaris qu'on voit dans la première vidéo sur la Subaru en plan. Là, ça change plutôt pas mal. Alors ici, on retrouve deux mythos donc, de troisième génération, donc les phases 3. Donc à gauche, on voit une mytho noir Etna de 2017 et à droite, une mytho de 2018 qui est en blanc alpha. Mais qui a une particularité également, puisque bon, on les connaît sur les mythos, tout ce qui est insert, que ce soit autour des feux, sur les rétros parfois, ou bien même notamment à l'arrière ou les encadrés de porte, ça change en fonction de chaque modèle, puisqu'il y avait énormément de teintes. On le retrouve notamment au phare arrière. Toi sur la tienne, on va pouvoir voir, donc moi c'est plus gris foncé mat, et toi ça va être justement plus argenté entre guillemets, plus chromé, sans être forcément flashy, puisqu'il y avait des chromes aussi. Ça va être plus dans l'élégance que dans la sportivité. Donc au niveau des moteurs, qu'est-ce qu'on retrouve sur la tienne? Alors sur la mienne, on retrouve un moteur 1,4 litre, donc 4 cylindres, qui développe donc 78 chevaux. Ok, d'accord. C'est un moteur, assez efficient, qui n'a pas de turbo. Bien pour la ville, pour le coup. Voilà, c'est vraiment pour un usage vraiment en ville. D'accord. Dès qu'on va prendre de la grande route, ça va le faire aussi, simplement. Ouais, c'est un moteur plus destiné à l'agglomération, etc. C'est ça, voilà. Mais il est sorti en 2008 en même temps que les premières mythos, tout simplement. C'était un des premiers moteurs essence et dispo. C'est un moteur qui, dans le groupe FCA, était pas mal répandu, notamment chez Lancia, sur la Musa. Donc, oui, c'est vrai. Donc ils connaissent. C'est ça. Et moteur fiable pour le coup, pour sa réputation. Exactement, voilà, moteur très fiable. J'ai jamais eu aucun souci avec ce moteur, donc vraiment rien à dire au niveau de ce moteur-là. Et donc sur la mienne, on va retrouver le 0,9 litre 105 chevaux, donc c'est un bicylindre qui est atypique pour le coup, on peut le dire, mais qui peut surprendre. On va voir ça tout à l'heure sur l'essai routier, mais franchement, ça reste un moteur assez surprenant. Et on va pouvoir voir tout ça juste après. Sur la mienne, il y a tout simplement deux packs. Il y a le pack carbone et le pack tech. Pour le pack tech, on va y revenir juste après, mais maintenant on va pouvoir regarder quels sont les éléments qui font partie du pack carbone. Donc, le pack carbone, donc c'est quelques appendices sur la carrosserie. Donc on va retrouver le V, donc le bifione, voilà, sur le tour de la calandre. On va le retrouver également à l'intérieur des feux, donc c'est ça. À l'intérieur, vraiment derrière le bloc oculaire du feu. En parlant de détails comme ça, on pourra aussi souligner que sur les essuie-glaces, il y a un petit détail. C'est noté juste ici, Alfa Romeo, c'est ça, tout à fait. Voilà. Il pousse loin en fait, il pousse loin les détails, c'est ça qui. Le détail, c'est les Italiens. Le pack carbone se continue donc sur les rétroviseurs. Pour l'arrière, on va retrouver le diffuseur, donc le pare-choc type Sport, c'est-à-dire qu'on a 3 ailerons. Et au niveau des contours de phare, voilà, on en a parlé tout à l'heure, les poignées de porte, etc. Mais il y a surtout les jantes. Les jantes en 17 pouces sur celle-ci et en 16 sur celle-ci. On va retrouver les étriers de frein rouges, donc tout simplement magnifique. On voit beaucoup mieux sur la lumière justement du jour, mais vous allez pouvoir voir ça sur les plans tout simplement extérieurs. Mais j'avoue que ça fait son petit détail, surtout qu'au niveau du rouge, on va voir un rappel intérieur. Bon, let's go voir l'intérieur. Allez, allons voir l'intérieur. Donc sur la tienne, il y a des baquettes juste ici qui sont noires. Sur la mienne, elles vont être chromées, puisqu'en fait, il y a surtout le pédalier en aluminium juste ici. Donc c'est assez sympa, c'est toujours une touche de sportivité avec le petit logo Alpha qui est juste là. On est habitué chez eux maintenant. Au niveau des sièges, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a la sellerie donc Alcantara sur piqûre rouge. Donc on va retrouver également, comme sur la tienne, le logo qui est brodé juste ici, avec l'arrière, qu'il y a tout simplement des surpiqûres rouges et Alcantara également. Et les Italiens sont forts puisqu'ils poussent le délire un petit peu plus loin, à savoir que sur le frein à main, sur le pommeau de vitesse et également sur le volant, on va retrouver donc toutes ces surpiqûres rouges et pour le coup ça fait vraiment son charme. Donc ce qui va différencier de la tienne, il va avoir la clim automatique bizone, le DNA et on va y revenir juste après, donc des rétro chromés, électrochrome juste ici, les rétros électriques extérieurs également qui se rabattent tout seul, enfin bref on va retrouver d'autres options, mais on va s'intéresser particulièrement à l'écran qui est juste ici. Donc au niveau justement de l'écran, ce qui est sympa, c'est qu'il y a l'Apple CarPlay, Android Auto. Donc là par exemple, il y a justement un iPhone de connecté,
il est vraiment efficace, rapide. Là, on a toutes les infos qu'on veut, on va aller sur les applications naviguer, c'est possible. Et moi, j'avoue que pour le coup, j'utilise donc beaucoup Waze juste ici. Sur Waze, on va pouvoir avoir tout simplement donc les recherches, la synthèse vocale qui va être donc disponible directement sur le volant, mais qui va être en lien avec Siri sur Apple et Google, bien sûr, sur les appareils Android. Et ça, c'est assez sympa. Mais pareil, on va retrouver donc la musique, etc. Et ça, pour le coup, c'est vraiment sympa puisque ça permet de tout simplement ne jamais toucher son téléphone au volant. Donc pour l'écran, pareil, il est assez réactif, il a la caméra de recul, donc ça pour le coup ça reste assez sympa. Mais voilà, c'est développé par Alpine, c'est un partenariat, donc cet écran on le retrouve sur Giulietta et Mito. L'intérieur de la Mito de Quentin ici présent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur celle-ci? C'est un intérieur assez simple du coup, donc on retrouve un petit écran donc tactile avec lecteur CD, Bluetooth, il n'y a pas la navigation. On peut voir ici donc la température, l'horloge. On a des informations. C'est ça, voilà. Il y a un détail qui est vraiment sympa, qu'il y a dans beaucoup d'Alfa Romeo, c'est le logo dans les sièges, justement, donc dans les appuis-têtes. Ça, c'est un tout petit truc, mais ça fait vraiment le détail. Et je tiens à préciser également que sur l'écran, elles ont quasiment tout cet écran-là, sauf celles qui ont le pack tech, donc le pack Alpine. Il était toutefois possible d'avoir la navigation sur cet écran-là, mais il est réactif, il fait très bien le travail, franchement, rien à dire. C'est pas un écran qui va laguer, on va voir là, c'est réactif pour le coup. Très fluide, voilà. C'est tout simple, mais ça marche assez bien. On a aussi la commande vocale de Siri dans cette voiture. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ouais. Ils étaient en avance pour le coup, le groupe FCA à l'époque. C'est clair. On peut aussi ajouter qu'à l'époque, pour une voiture qui est sortie en 2008, c'était assez précurseur dans le fait qu'il y avait donc 2 séries, 7 airbags dans la voiture. Donc il y en a un sous les pieds du conducteur, un dans le volant, un dans la planche de bord côté passager, 2 dans les sièges et 2 dans les arceaux sur les côtés ici. Ouais, pour le coup, c'est une voiture sûre. C'est ça, exactement. C'est vraiment rassurant. Et je me rappelle également qu'à l'époque, donc Mito et Giulietta, ok, à l'avant le pare-choc avant-arrière peut-être fragile, mais par contre, elles ont une caisse donc, de résistance, une cage de résistance pour justement les passagers à l'intérieur, et ça au niveau de la sécurité, ça joue quand même un rôle. C'est sûr. Bon, maintenant on se retrouve sur les routes de campagne qu'on a déjà fait avec Corentin sur les vidéos de la Panda 100 HP. T'es chaud? C'est ça, vas-y, c'est parti. Let's go. Ce qui est grave, c'est qu'on est quand même collé au siège. On a ce sentiment-là. On a une super sonorité. C'est vrai que c'est une sonorité qui est assez présente vraiment à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. C'est vraiment le moteur qui fait du bruit. Ouais. Et ça, c'est vraiment agréable. L'avantage du Twin Air, donc le Twin Air est en fait un moteur multi-air coupé en deux. C'est qu'on a déjà de bonnes reprises. On a un super bruit, comme tu as pu l'évoquer, qui vient bien du moteur, de l'avant et pas de l'échappement arrière. C'est ça. Et c'est un moteur qui va s'avérer discret si on est en ville, si on est en mode normal, etc., donc naturel. On va pouvoir rouler tranquillement sans être toujours dans un véhicule qui va avoir pas mal de bruit, qui vont venir tout simplement au niveau des oreilles, puisque un bout d'un moment, si on est en ville, ça devient un petit peu compliqué et un petit peu pénible d'avoir un moteur qui est toujours constant dans l'habitacle. Là, c'est vraiment quand on le pousse, quand on monte dans les tours. Voilà, on est sur une route relativement accidentée. Le confort du véhicule, parlons-en. On est toujours bien maintenu dans les sièges, ça ne change pas. Donc sur cette sellerie-là, on va être sur du tissu allié avec de l'Alcantara. On est quand même dans des sièges plutôt sympas. On va avoir également, juste ici, la coudoir qu'on peut mettre ou non. Donc ça, en général, je le mets sur la 4 voies, sur la rocade, parce que sinon, c'est un petit peu gênant pour passer les vitesses. Et on est quand même bien porté. On est sur une voiture basse, type sport, on peut le dire. Bien sûr, oui, avec un bon maintien latéral sur les côtés. Donc niveau confort, voilà. Au niveau des sièges, au niveau de la sellerie, ça va. Après, c'est au niveau de la suspension où c'est un peu plus raide. C'est vrai. Après voilà, c'est une citadine caractère sportif, donc forcément, on peut pas avoir un confort trop présent. On peut pas être exigeant à ce niveau-là. C'est ça, parce qu'après, trop de confort est synonyme aussi, de roulis. Donc c'est une voiture qui tanguera plus dans les virages si la suspension est plus laxiste. Pour la consommation, voilà, on va être plus sur du 7,5 litres pour ma part, puisque je conduis assez sportivement avec. Bon, là aujourd'hui on fait les tests, on avance pas mal, j'ai remis du carburant il n'y a pas longtemps, donc elle nous affiche 8 litres 1, mais je fais moins que ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un moteur qui ne consomme pas trop, qui est assez discret, et là par exemple même en tapant beaucoup dedans, j'arrive à faire du 8 litres. Là on a passé la barre des 8 litres, donc ça reste raisonnable, sachant qu'on a des bonnes perfs, on est quand même collé au siège, etc. Donc pour le coup, je dirais point positif sur la consommation. Donc
nous voilà au volant de la Rallycar 78 chevaux, donc la tienne. C'est ça. Donc la version justement entre guillemets de base de la Mito. Une chose est sûre, on retrouve la direction qui est toujours très précise, agréable, etc. On retrouve une position de conduite qui est vraiment top, qui est confortable. Et à côté de ça, on va retrouver donc une boîte de vitesse qui reste courte. C'est une boîte courte et qui est aussi agréable à utiliser. Au niveau du châssis, de base sur une Mito, on a une voiture qui est très bien faite, très bien construite, puisque donc le châssis qui est l'ancien châssis d'une Grande Punto qui a été totalement retravaillé par Alfa Romeo. Il faut savoir que même les trains roulants ont été refaits, comme à l'époque en fait de la 156. Les gens critiquaient, mais en fait quand on se rend compte et quand on essaie vraiment le produit, on remarque que ça n'a rien à voir. Donc voilà, on a une voiture qui a 78 chevaux, ça se ressent directement. Bon, après le fait de conduire une Mito aussi tous les jours, ça me permet d'avoir une idée à ce niveau-là, mais effectivement, on est très bien porté. Pour des sièges de série, ils sont vraiment top, ils sont jolis, ils sont noirs, ils sont discrets, on est bien posé, on est dans une Alfa Romeo. Comme tu l'as dit, c'est une voiture qui est sûre, donc elle a des airbags, etc. Elle a 7 airbags dans l'habitacle, on est bien positionné, c'est une voiture agréable et en fait on est confiant à son volant. C'est ça, on n'est pas forcément confiant. Exactement, c'est une voiture qui est saine, qui inspire confiance, on ne va pas se faire de fausses frayeurs à son volant, donc non, c'est assez rassurant là-dessus. Au niveau de la consommation, on a le trajet A, le trajet B, etc. Mais toi, quel type de trajet tu fais et comment tu roules? Alors principalement, ce que je fais, c'est de la ville. Donc je suis tout le temps en ville. D'accord. Donc c'est plutôt trajet travail, domicile, tout ce qui est course, tout ça. C'est beaucoup de démarrage, beaucoup d'arrêts. Donc forcément, la consommation augmente. Je suis aux alentours de 7,6 litres, 7,8 litres au 100 km. D'accord. Voilà, avec une conduite légèrement sportive. Je tiens également à préciser, comme tu le disais, les phares arrière rappellent énormément donc la 8C. C'est pas pour rien que d'ailleurs la Mito est sortie en 2008 parce que la 8C Competition permettait d'inaugurer les nouvelles lignes d'Alpha. Donc la Mito est en fait la petite sœur lointaine de la 8C. Mais ces blocs optiques là étaient justement proposés de manière à faire un énorme rappel à sa grande sœur. D'un aspect marketing ça marchait bien et même rien qu'un point de vue stylistique c'est quand même assez magnifique. Bon, il y a un débat qui fait un peu mouche chez les alfistes, je pense que tu vois de quoi je peux parler. Bien sûr, ouais, c'est la calandre. La calandre, tout à fait. La calandre en fait sur les Mito 3ème génération ont tout simplement été ajoutées parce que la Giulia a été présentée en 2015. Donc sur les versions dès 2016 on va retrouver sur Mito et Giulietta cette calandre là et en fait certains sont un petit peu contre puisqu'on a une face avant qui est semblable à la Giulia qui a amené un nouveau style Alfa Romeo et l'arrière on va quand même retrouver l'ancien style entre guillemets Alfa avec donc le phare rond de la 8C. Donc voilà, moi personnellement j'aime beaucoup les deux, c'est vrai que c'est deux styles qui se rencontrent finalement. C'est ça exactement, bon. Ouais, c'est un peu la rencontre entre l'ancien et le nouveau, ouais, c'est une vrai. casse un peu entre les deux générations qui se suivent, parce que c'est vraiment ça, deux générations à suivre. Ouais. Et on verra aussi que au niveau, donc on voit la calandre donc, en nid d'abeille et on voit aussi l'apparition de ces nouveaux anti-brouillard avec cet appendice là qui fait partie du pack carbone, donc en shadow gris foncé et qui sur les anciennes générations était directement incrusté dans la face avant et ça donne un élément de style plutôt sympa, ça rajeunit bien la voiture. Ouais. C'est une voiture qui vieillit très bien. Ouais, c'est vrai. Voilà, à travers ses lignes, à travers son design, c'est une voiture qui selon moi ne prend pas une ride. Ah non, c'est vrai. C'est ça, c'est puis à travers les trois phases, les trois générations de Mito qu'il y a pu y avoir, malgré tout, avec les trois générations, ça reste des voitures qui sont vraiment jolies. Après, les Alfa Romeo vieillissent quand même en général très bien. C'est le coup de crayon italien, ça c'est sûr. Bon, et maintenant passons aux choses positives comme négatives sur les Mito en général. Je pense qu'on peut aussi faire ce petit point là qui semble important. Il faut déjà noter une chose, c'est la fiabilité. C'est ça, malheureusement sur ces modèles-là, c'est pas la chose qu'on retiendra le plus. Clairement pas. Ça, on parle en tant que connaisseur sur les groupes, Alphanatics, etc. Certains se reconnaîtront. Ce sont des voitures qui apportent énormément de plaisir de conduire, ça c'est sûr. C'est ça, voilà. Mais d'accord. C'est une passion en fait. C'est des voitures-là qu'on achète, pas parce que c'est une Mito, mais parce qu'on veut une Mito. Tout à fait. C'est une voiture qu'on achète à défaut en prenant l'exemple d'une 208. Oui, bien sûr. Et qui est quand même très bien. Bien sûr. Tiens, par exemple, qu'est-ce qu'on peut recenser comme souci? C'est ça, moteur d'essuie-glace arrière, ça c'est un problème qui est assez récurrent. La direction aussi. Tout à fait. Les coupelles de direction au niveau des amortisseurs. Les résistances de chauffage qui lâchent assez régulièrement. Sur la mienne par exemple, en l'espace de 2 mois, ils ont lâché 2 fois. En fait, voilà, il n'y a pas de fiabilité, ça c'est clair et net. Les seuls moteurs réellement fiables, il y a le 1,4 litre donc 78 chevaux, celui-ci qui existe du coup également en 105. Et ce qu'on retient aussi, c'est surtout le 1,4 litre T-Jet de 120 chevaux. Attention, pas le 155 puisqu'il y a des problèmes sur le 155. Mais voilà, on va pas faire toute la liste non plus des problèmes.
Mais si vous voulez déjà une Myto, ce que je peux dire, qui consomme pas non plus trop, qui est ouf à conduire, hein, là-dessus il n'y a pas d'autre terme, je conseillerais un 1.4 120 chevaux, je sais pas ce que tu en penses, fiabilité. 620 chevaux, ouais, je pense que c'est le meilleur compromis entre la voiture et le moteur. Ouais. Ou alors les multi-air à partir de 2014. C'est ça, voilà, là il y aura moins de problèmes. Tout à fait. Faisons un petit bilan de ces deux motorisations. Comme on l'a pu dire lors de l'essai routier, sur le MPI, bon voilà, il manque de puissance, il manque de couple. Ce qui lui manque à ce moteur-là, c'est un turbo tout simplement. Oui, c'est vrai. Pas prévu, mais je pense qu'avec un turbo, il y aurait moyen de faire des choses assez sympas avec cette voiture. Oui, c'est vrai. Clairement, ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Et sur le 0 litre 905 chevaux, donc comme je l'ai pu le dire lors de l'essai, le gros défaut, c'est que le moteur atteint rapidement son rupteur. Après, une fois qu'on le connaît, on sait quand est-ce qu'on peut passer la vitesse pour éviter en fait de perdre du couple au niveau du moteur et donc perdre forcément sur une accélération. Il a un super bruit, il est rageur, etc. Mais il y a ce défaut-là où le bicylindre prend le dessus quand même. C'est ça, voilà, où ça monte vachement rapidement dans les tours, mais comme tu dis, une fois qu'on est habitué, c'est ça. Une fois qu'on l'a bien prise en main, ça se conduit très bien tout simplement. Hein. Tout à fait. Bon, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Merci Quentin d'être venu pour présenter ton véhicule également. Eh bien avec plaisir, hein. De toute façon, on te reverra. Bien sûr. On te reverra parce qu'il y a pas mal de lourds qui arrivent encore sur l'Automobiliste Breton. Mais je pense qu'on risquera de te revoir pas mal également. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a tout simplement plu, vous a apporté des informations sur la Myto, qui est un véhicule qui est quand même pas mal recherché, mais voilà, qui a été vendu sur 10 ans, donc forcément il y a des choses à dire également. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, donc en commentant, en likant la vidéo, etc. et en vous abonnant, ça c'est important. Et en attendant, n'hésitez pas à follow l'Automobiliste Breton sur Twitter, Instagram et Facebook, les liens sont en description. Il y a souvent donc des stories sur l'actualité, mais notamment sur les prochains tournages en cours. Et moi maintenant je vous dis à très bientôt, donc le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchou tchous!